fils, ça c'est Burke. Terre de tes grands-parents et de leurs grands-parents avant eux. Mais tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Et je crois que ta destinée, c'est qu'un jour, tu trouves ce monde caché. Le monde caché, il existe vraiment. Ça, c'est un roi. T'as raison, mon grand, il est temps. Il était grilleur, les slicketov girés de gigambelés sur la lointe, tout flivoreux allaient les brogov et les verchons fourgus bourniflaient. C'est inspiré là, oui oui. N'est-ce pas? Tu as reconnu le sublime poème Jabberwocky du grand Lewis Carroll. Ah oui, bien sûr. Que cette chère Alice devait lire à travers un miroir. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'Alice, je propose qu'on fasse d'ores et déjà les formalités. On va certes parler de dragons, mais au moins je commence avec mes références à Gervis et aux jeux vidéo Alice, Oui, comme ça sera fait. Allez, allons-y. Formalité d'usage. Vu qu'on va parler de dragons, bah ouais, le Jabberwocky est un dragon. Donc voilà, Gervis qui se retrouve écrasé par le Jabberwocky parce que bon, il ne travaille pas du chapeau dans la même catégorie. C'est vrai. Et quant aux jeux vidéo Alice, bah, je pense qu'il y a de quoi faire en termes de Jabberwocky. Oui, il y a de quoi faire, oui. Des dragons, on en a pour son argent. pour son grade. Pour son grade aussi. Maintenant que les formalités sont faites, C'est fou ce que ça me manquait tout ça. passons donc à Dragon. Numéro 3. Quand même. Dragon 3. Déjà eu 2 précédents opus. Sorti en 2010 et le Dragon 2e en 2014. Oui, de mémoire, ouais. Réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois. Toujours là, hein. Alors ils ont réalisé le premier, parce que Dean DeBlois s'est retrouvé seul dès le numéro 2. Tant qu'on est dans les numéros d'ailleurs, Dragon, premier du nom, c'est le 17e long métrage Pixar. Pixar. Donc c'est un DreamWorks. Oui, Voilà. absolument. Statuons là-dessus. DreamWorks Animation, donc le 17e. Dragon 2, c'est le 27e. D'accord. Et donc, tout naturellement, Dragon 3, c'est le 37e. Eh non. 4e. Voilà, c'est ça. Le 34e, donc Dragon 3. Alors, ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que Chris Sanders et Dean DeBlois ont aussi fait leur passage chez Disney. Ouais, c'est vrai. C'est Lilo et Stitch, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et sais-tu quel est le numéro de Lilo et Stitch? Du combienième long métrage d'animation Disney il s'agit? Bah, 34e, si tout va bien en tout cas. Ce serait trop facile. Ouais, mais Voyons, un peu de défi. Ah, mais c'est bien un peu comme ça, des coïncidences. Eh bien, c'est le 34. C'est le 34. C'est le 34e long métrage d'animation Disney. Ouais. Alors, je précise quand même que dans sa numérotation, je ne compte que les longs métrages classiques d'animation Disney, c'est-à-dire ceux qui font partie de la colonne vertébrale Disney, hein, les films d'animation qui font Disney, Eh oui. qui sont l'ADN de Disney. Et petite subtilité, cette numérotation met aussi de côté tous les films musicaux type Fantasia, La boîte à musique, etc., dont en fait la structure scénaristique est à prendre de manière différente. Et cette numérotation n'inclut pas non plus les rassemblages de courts-métrages. Par exemple, Le Crapaud et le Maître d'école, ce sont 2 moyens-métrages. Ça n'en fait pas de moins bons films, Non, bien sûr. mais on ne peut pas les considérer de la même manière qu'Aladin, La Petite Sirène, C'est vrai. etc. Et donc là, nous avons affaire au 34e DreamWorks. Donc en fait, tout mon discours sur Disney n'a servi à rien, quoi. Voilà, hein, je crois qu'on peut. On peut vraiment commencer là maintenant d'ailleurs. On va Ah oui. plus ou moins pénétrer dans la galerie. Tu trouves pas que ça a une esthétique un peu de commencement? C'est là que tout vrai. commence. C'est ça. Allons, alors la grande aventure nous attend, allons-y. Dragonnier, c'est parti! J'avais quand même cette mission de clore vraiment de façon à la fois spectaculaire, clore aussi les enjeux dramatiques et je trouve qu'il s'en sort vraiment plutôt pas mal à ce niveau-là. Moi j'ai plutôt été conquis et alors, sur grand écran en plus, hein, c'est quelque chose de voir aussi, parce que je crois que c'est un des DreamWorks techniquement les plus aboutis, parce que des fois moi je suis un peu plus mitigé. Et là, il faut dire que c'est quand même aussi un émerveillement. Alors, en tout cas, vraiment un bel accomplissement. Je dirais que j'ai bien aimé. Bah oui, quand même. C'était même plutôt très bien aimé, plutôt un peu pas trop mal, beaucoup aimé. Ah, quand même, c'est plutôt. Un truc dans le genre, voilà, plutôt. Je dirais, C'est du plutôt. Hein. Voilà, du Disney. Ils étaient là déjà. Ouais. Ben, en tout cas, quand on compare les 3 dragons, quand on regarde ça dans la globalité, c'est vrai qu'on ressent l'évolution, ne serait-ce même peu, hein. technique. Ouais. Dragon 1, c'était plutôt bien animé. Mais dans les détails, dans la texture, on est passé du 17 au 34, donc on est passé du simple au double. C'est vrai. Même si on considère les séries, parce qu'il y a eu une série animée en 2011, Ouais. 8 saisons, Ouais. voilà, donc il faut les C'est tenir, quand même, ouais, dis donc, ouais. qui séparent le Dragon 1 du Dragon 2. Et n'oublions pas un court-métrage aussi qui fait un peu
qui termine aussi un peu Voilà, le le 3, en post-Dragon complément. 3. C'est ça. Bon, ça, je te propose d'en parler plutôt à la C'est fin, vrai, soyons logiques. Soyons logiques, tu as raison. Donc, disons-le, on est quand même dans un environnement très viking. Absolument, hein. Oui, non, mais Parce que, évidemment, quand on pense à Dragon, on pense d'abord à Viking. Alors, je dois dire que j'aime bien déjà l'univers. Ouais, ah bah complètement, oui, l'univers il est très riche hein, déjà. Bon, dès le premier on s'en était rendu compte, hein, mais c'est vrai que... C'est assez amusant de mélanger Viking et Dragon. C'est Et ça. surtout Viking, certes, mais pas Viking terrien. Exactement, là c'est vraiment des vikings aériens hein, la plupart du temps, du coup on pourrait dire d'une certaine façon, parce que à dos de dragon hein, pour la plupart. Et vraiment il y a ce jeu voilà, entre ciel, terre, mer. C'est vrai qu'on voyage vraiment entre ces strates-là. Oui, mais par non terrien, je voulais dire non terrestre. mais C'est non qu'on terrestre. on est dans une géographie complètement fictive. Effectivement. Ouais. Il y a le côté où le reste du monde, on réinvente une géographie. Tout à Ce que je trouve d'ailleurs plutôt intéressant, c'est qu'en fait, on a des rappels voilà, de la mythologie viking, mais peut-on vraiment dire qu'on a affaire aux mêmes vikings? On n'est plus Non. vraiment dans le même espace, donc déjà il y a un dépaysement. En plus, ils sont sur une île. Mais une île un peu particulière aussi. Burke, hein, d'ailleurs, c'est l'île de départ qui était déjà dans le 1 et qu'ils vont devoir un peu quitter dans celui-là, hein, malgré eux. Mais... Les décors sont plutôt beaux d'ailleurs à ce niveau-là. Et puis moi, Et ça renforce l'idée d'évolution du temps, le fait C'est qu'ils vrai, doivent voilà. partir, que le décor change. effectivement, Et on sent on sent il y a vraiment une évolution. parce que toute la trajectoire en fait du héros, donc Harold, nous est comptée sur 3 films, hein, d'une certaine façon. Chacun des trois aborde un âge différent des personnages. C'est ça, parce qu'on a vraiment ce sentiment du temps qui passe d'un film à l'autre, et là dans le troisième, c'est finalement un peu l'âge adulte hein, qui se présente à lui. C'est presque des étapes de vie importantes pour le héros, Harold, hein, à chaque fois. Et je trouve qu'on ressent bien ça, quoi. Il y a une forme oui, de mélancolie quand même qui pointe dans le troisième notamment. Il y a quelque chose qui s'accomplit là-dessus. De plus en plus, Et en plus de ça, dans les deux précédents, il s'était passé quand même des choses assez graves aussi, hein, pas forcément que... et alors attention, twist, mais bon, c'est un twist du 2, mais le père du héros y passe. Ouais. Donc on ne s'imaginerait pas qu'un personnage aussi important dans le premier du nom Ouais, succomberait dans le c'est deuxième. sûr. Et encore, je ne te parle pas de la série. Voilà, ouais. Donc il y a déjà, ne serait-ce que par le départ de certains personnages, l'arrivée d'autres personnages, enfin il y a tout. On sent que même le contexte lui-même, plusieurs choses ont changé. C'est vraiment un univers, comme tu dis, où on a plaisir, on se sent bien, parce que aussi c'est effectivement très, très bien exploité, quoi. Comme tu dis, parler de la géographie, de la temporalité, et on pourrait presque aussi parler simplement du bestiaire, un peu des dragons, parce que c'est un peu eux les stars, hein, quand même, au bout du compte. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'on a toujours l'impression de découvrir quelque chose d'un film à l'autre, une nouvelle espèce, une nouvelle façon d'approcher le mythe en lui-même. Et le 3 d'ailleurs, mais ça marche beaucoup pour les 3, on sent la fin du cycle. On sent un peu le Aladdin 3, le roi des voleurs. Ouais. Je cite le cas d'Aladdin parce que c'est un exemple que je trouve assez criant, enfin que j'aime beaucoup. Et en plus, ça peut parler à tous. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un des DreamWorks, ça fait partie, cette trilogie surtout des DreamWorks les plus matures, je trouve. Mais au fond, voilà, les enfants peuvent se retrouver parce qu'effectivement, le design de ces dragons peut un peu être des fois plus amusant, un peu plus effrayant sur d'autres, mais il y a ce côté, un bel équilibre. Hein, ouais. Ils ont réussi à en faire des dragons mignons. C'est assez surprenant, c'est vrai. Un dragon félin, canin, enfin il y a un peu de tout. Hein. Peut-être une expérience ratée, je ne sais pas. Bon, enfin, ratée en l'occurrence, non. Et puis certains thèmes qui sont abordés sont des thèmes assez intelligents. Le savoir laisser partir l'ami qu'on aime pourtant. On termine sur une note de nostalgie. Ouais. Alors même si je trouve que c'est fait de manière un peu gratuite, un peu trafiquée cette nostalgie, je la sens un peu, comment dire, un peu artificielle, forcée, voilà, merci. Ouais. Oui, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, tout à fait. Ça, on y reviendra. Ouais. Et même le développement de la nostalgie, c'est assez peu enfantin comme thème, je trouve. C'est ça, c'est pour ça que il y a vraiment un ancrage plus adulte, peut-être encore que les deux précédents, mais pour être nostalgique, il faut avoir une vie à regretter, il faut avoir déjà vécu. Faut déjà avoir... Et pourtant, au fond, le héros n'a qu'une vingtaine d'années, peut-être tout juste la trentaine, voilà, mais finalement, il est quand même encore, on pourrait le considérer comme à l'entrée, enfin, pas à l'entrée de la vie quand même, il a déjà vécu les choses, mais
Il y a ce côté, les choses sont trop importantes, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fasse des choix qui vont être un peu déterminants aussi pour lui. Donc... Par rapport au choix, rien que le fait que dans le 2, le père du héros, il passe, c'est ça déjà. C'est pas le genre de choix qu'on trouverait dans un film qui ne vise qu'un public enfantin, je trouve. Non, c'est vrai. Tout de suite, ça, encore une fois, ça nous plonge dans une ambiance particulière. Voilà, donc c'est assez unique d'ailleurs. Je veux dire, Disney n'en serait pas capable, faire mourir le père du héros en tout début de film. Mais oui, c'est... Ou la mère du petit fan, on n'a jamais vu ça chez Disney. Mais bien sûr, franchement. Non. Et là, DreamWorks le fait. C'est vraiment un épisode qui se trouve un peu à la croisée des chemins. Tu as raison de le... Ah, mais je vois qu'on est à un croisement, n'est-ce pas? Oula, oui. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors, à droite, à gauche? Est-ce qu'on laisse le sort en décider? Ou tout simplement, quand on hésite entre la droite et la gauche, on prend la moyenne. On prend la moyenne? Allez alors. Eh oui, il fallait s'en douter. Dans une terre mystique comme les terres vikings, nous ne sommes pas à l'abri de magie et de téléportation. Alors attention, un peu de respect, nous entrons dans un temple. Tu la sens, l'obscurité, l'obscurantisme. Je le sens, oui. Ne réveillons pas le dragon qui dort, tu connais le célèbre proverbe. Hein? Ah bah oui, très connu. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Bon, je crois qu'on est passé. Ouais, je crois aussi. On peut se remettre à parler fort, je crois. Je crois aussi. Bon, donc, que disions-nous? Oui. Alors, donc Dragon 3, maintenant qu'on a un peu posé les bases, je proposerai d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est très bien, il y a pas mal d'animation est très réussie, le méchant est très réussi, et en particulier, je trouve que son doublage français est très bon, Féodor Atkin quand même. Ouais, c'est vrai. Qui a d'ailleurs doublé Jafar, et c'est même amusant parce qu'à un moment donné, Féodor Atkin dit à la fin au héros « Mais tu n'es rien sans ton dragon !» Raccord doubleur. Sans l'aide du génie, petit, tu n'es rien. En plus, on n'a pas à faire un gros costaud baraqué comme on avait eu à faire dans le 2. Donc c'est quand même un bon point, je trouve. Surtout qu'il y a toute une aura autour de lui qui le rend un peu insaisissable, tu sais, qui le rend... on sent le personnage dangereux. C'est un ennemi d'un nouveau genre. Et ce que j'aime particulièrement, et qui est malheureusement pas suffisamment développé, je trouve, c'est à quel point il est la némésis, à quel point il est le négatif du héros, parce qu'on apprend au détour d'une réplique qu'il a été confronté dans sa jeunesse un peu à la même situation, c'est-à-dire il était face à un dragon, je crois un furie nocturne d'ailleurs, il le dit, et que lui, à la différence du héros, je l'ai trucidé sans aucun remords. Il a bel et bien tué. Déjà, ça te pose le méchant. Voilà, et non seulement ça pose le méchant, mais je trouve que dans ce qui va suivre de sa psychologie, c'est très intelligent en fait. Parce que à ce moment-là, on l'a considéré comme un héros. Voilà, il a tué un dragon, un furie nocturne qui plus est. Jusqu'à ce que tu arrives. Jusqu'au jour où Harold va devenir encore plus héroïque que lui, parce qu'il a fait le contraire. C'est vrai. En fait, il va balayer son statut de héros. Il va faire comprendre au peuple viking que c'est pas ça être un héros. Et limite, il va le transformer après coup en un espèce de meurtrier tout simplement, un barbare. C'est vrai. Et j'aime beaucoup comment Harold va changer le statut de héros et le méchant lui en veut pour ça. Parce que le méchant a conçu sa fierté sur quelque chose sur quelque chose que le héros va détruire. C'est vrai. Et je trouve que c'est très intéressant dans les enjeux et malheureusement trop peu exploité. Hein. Le méchant il fait juste référence à ce moment-là. C'est vrai. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que si les autres furies nocturnes ont disparu, c'est de son fait à lui. Donc voilà, ça le rapproche davantage, d'autant plus des méchants, des héros. Des héros. Donc voilà, il y a un côté... Alors, même si je me pose la question encore, la fameuse femelle, c'est une furie nocturne ou pas, au final? Pour moi, oui, mais bon... le méchant ne semble pas la considérer comme une furie nocturne. J'ai chassé tous les furies nocturnes, excepté le tien. On dit bel et bien de Croque-Mou que c'est le dernier furie nocturne. Ouais, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? La femelle, c'est quoi son statut? Un autre furie nocturne? C'est plus un furie brillant. Un furie éclair? Ouais, c'est plus classe comme nom. Est-ce que c'est une sous-espèce? Est-ce que c'est quand même... Est-ce qu'elle fait partie de la famille? Enfin, voilà, il y a un côté un peu flou à ce niveau-là, donc à quel point c'est le dernier. Il est donc pas le seul. C'est vrai. Voilà. Après, il faut dire que la furie éclair, elle est bien dessinée. En plus, blanche par rapport à Croque-Mou qui est noir. Donc il y a... D'ailleurs, ils font des enfants pandas. On a affaire à des dragons pandas à la fin. Tout va bien.
C'est un film, je trouve qu'il propose des choses très intéressantes, un développement de l'univers très intéressant. Et alors, avant de terminer notre ascension tout en haut de la cascade, je proposerai de parler d'un autre personnage qui est censé quand même être important, c'est Astrid. Astrid aura un rôle très important dans le premier en tout cas, mais malheureusement je trouve que dans le 3, son rôle se limite à rassurer le héros. Oui, c'est vrai. Et on ne sent pas suffisamment la connivence, on ne sent pas suffisamment les interactions amoureuses entre elle et lui. Ouais. C'est trop... limite j'aurais bel et bien aimé un peu plus de notes d'amour. Bon, moi je trouve que c'est quand même mignon et puis elle a la bonne distance, moi je trouve de lui quand même. J'ai trouvé ça plutôt respectueux de son propre histoire, mais bon, je peux concevoir, ouais. Bon, voilà, bon, pour finir, c'est quand même un film qui mérite d'être vu, un peu grandiose, ne serait-ce que par l'univers viking. Bah D'ailleurs, n'ai-je pas l'air d'un viking? Absolument, mais oui. Un pur viking même. Attends, mais je suis complètement hors sujet là. Ah ouais, on dirait bien. Ah, voilà qui est mieux. Voilà. Là, est-ce que ça fait viking? Ça fait viking, oui, oui. Ouais, on va dire, oui. Bon, eh bien, on est fin prêt pour terminer l'ascension. Attends, ne me dis pas qu'on va être à nouveau confronté à un choix. Non, ben, on s'en sort pas, hein, décidément. Hein. Mais c'est parce qu'on arrive aussi vers la fin, donc ça devient de plus en plus... Bah oui, est-ce que nos dragons, on les garde avec nous ou est-ce qu'on les vend au marché noir? Non, quand même pas, non, 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 On non. n'ira pas jusque-là, non, non. Eh oh, un peu de respect quand même. Comment oses-tu? Non, non, j'ose pas. Tu devrais avoir honte. Ah non, non, non. Non, mais je te signale qu'il va y avoir des enfants qui vont nous écouter, hein. On parle d'un DreamWorks. Ouais, non, mais c'est toi qui portes le chapeau, tu me le fais pas porter. Hein. Non, mais bon. Bien essayé. Voilà, j'ai essayé, mais non, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors chacun de son côté. J'ai une meilleure idée. Ouais. Alors, c'est pas un avis à vivre sur un film français, mais je proposerais qu'on use de notre meilleure méthode. Oui. Rester ensemble. Rester ensemble, hein, bah oui. Voilà. Allez, bon, alors restons ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez, restons ensemble. Eh oui, restons ensemble, n'est-ce pas? Ah, hein, ça fait donc cet effet-là d'être ensemble. Ah, mais peut-être qu'on va se retrouver, qui sait, hein, au fond. C'est ça la beauté. Ah, mais que vois-je? Nous revoici. Je sais, nous avons une définition très personnelle de ensemble. C'est ça. Ouais, mais c'est bien de s'approprier les définitions des fois. Hein, oui, oui. Mais d'une certaine façon, hein, c'est tout comme. Bon, alors continuons. Maintenant que nous revoici ensemble, Eh oui, je pense qu'il est temps de parler du climax. absolument, mais oui. Ah non, mais ça plaisante pas, hein. Oula, je sais pas si c'est l'effet dragon, mais je te trouve un peu enflammé. Un peu Hein. enflammé. Bon, c'est parce qu'on arrive à la fin, là. Il faut vraiment Ah. revenir au feu, aux flammes. On arrive au crépuscule des dragons. C'est ça. Donc, non, mais la fin, alors parlons-en. Alors, donc la fin de cette trilogie, l'accomplissement. Moi, je la trouve plutôt bien amenée, plutôt jolie. Et comme nous le disions tout à l'heure, on ressent, je trouve, cette nostalgie qui accompagne souvent les fins de trilogie, surtout via le héros qui va devoir se séparer de son dragon. Même s'il y a ce côté forcé, je peux le concéder un petit peu. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'adieu, hein, voilà, qui est un peu inéluctable. Et c'est souvent aussi en fin de trilogie comme ça des choses qui peuvent... En fait, c'est justement ce que je reprocherais. Dans l'intention, j'apprécie l'idée. Ouais. Dans la mise en place, je trouve quand même qu'elle est assez maladroite. Ouais. Parce que fondamentalement, rien ne les empêche à s'en tenir à leur plan de départ, c'est-à-dire cohabiter avec ces dragons, dans le monde des dragons, le monde C'est caché. vrai. Oui, oui, au fond, ça pourrait... Alors certes, le monde caché n'a pas forcément l'air très accueillant pour les êtres humains. Alors eux, ils nous expliquent que donc voilà, il y a le monde caché. Finalement, en l'ayant vu un peu plus tôt, d'ailleurs dans une très belle séquence, hein, c'est vraiment un monde un peu à la Avatar, hein, tout en couleurs fluorescentes. Qui dépeint sur les dragons. C'est comme si en fait ils avaient besoin d'être là, les dragons, pour se révéler, pour Ouais. révéler leur véritable Complètement. essence. Ouais. Ça rappelle d'ailleurs presque un peu Coco, Vaiana un peu aussi. Ce côté corail. On aurait envie d'y vivre et en même temps, on voit bien que c'est un monde consacré un peu aux dragons et que l'homme n'a pas vraiment ni sa place. Et puis même s'il voudrait y aller, ce serait quand même assez compliqué. Mais voilà, je trouve que cette séparation est un peu forcée. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas habiter sur une île qui soit plus proche de l'entrée de ce monde caché? C'est comme si en fait les personnages voulaient vraiment se séparer. Comme s'ils se forcent vraiment à se dire adieu. Comme si une puissance supérieure, un dieu nordique supérieur. Les dieux scénaristes ont décidé. Ouais, il y a un peu de ça.
J'ai même l'impression qu'en fait ça vient rajouter de la complexification, enfin ça vient un peu diluer, un peu transmuter voilà, les enjeux, la morale, le message de base. Alors moi, dans la trajectoire d'Harold, ce que je trouve assez joli aussi, c'est que lui sent qu'il doit un peu laisser son dragon vivre un peu sa propre vie et ne plus être forcément sur son dos, littéralement. Et du coup, bon, voilà, il le fait un peu aussi pour lui, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, il a des choses à vivre et surtout parce que bon, il rencontre voilà, hein, cette dragonne, cette furie éclair, hein, c'est plus là. Voilà. Donc il y a ce côté en fait où l'un et l'autre vont un peu vivre leur vie respective de chaque côté pour peut-être se retrouver par la suite. Oui, mais vrai. pourquoi un tel éloignement et pourquoi une telle scission? Il y a ce côté scindé, dragon d'un côté, être humain de l'autre. Pourquoi tous les Vikings sont d'accord pour rester entre eux? Ouais. Tous les dragons sont d'accord pour suivre À la Croque-Mou. rigueur, oui. On ne demande pas l'avis. Il ne va pas y avoir un transfert parfois des vacances d'été ou d'hiver. Oui, ou ils auraient pu un quand même espèce essayer de garder mélange. un contact, parce qu'on nous dit que ça se passe plusieurs, enfin c'est même pas qu'on nous dit, on le comprend, hein, que ça se passe plusieurs années après, leur retrouvaille vraiment dans l'épilogue de fin. Oui, alors en fait la sensation que j'ai, c'est que les enjeux changent de manière un peu sournoise, entre guillemets bien sûr. Parce que c'était au début, les enjeux d'Harold au début, qui étaient juste voilà, de trouver un refuge auprès des dragons, ça débouche. Et moi j'ai pas vu en fait la transition, j'ai pas vu le dégradé vers ça, j'ai pas vu la cohérence, mais ça débouche sur une question philosophique qui pour moi est complètement hors sujet. C'est l'histoire voilà, que les hommes sont pas prêts de cohabiter avec les dragons. Alors que bon, j'ai quand même l'impression que la tribu d'Harold mérite ces dragons. Ouais, donc il y a presque ce message qui sort un peu de nulle part avec cette séparation forcée. Ouais. Même si à nouveau j'apprécie l'idée, je trouve qu'il y a un espèce de millimilo dans les enjeux. Je suis d'accord. C'est un malentendu en fait, ça participe à un malentendu je trouve. Un petit peu. Après c'est aussi parce que le méchant d'une certaine façon, Grimmel, ah tu l'as repéré? Grimmel non. Alors où est-ce qu'elle est cette île? Eh oui. Burke, je la situerais peut-être un peu par là. Il y a un point là, tu vois. Ah non, mais on est sur la Terre encore. Ah, mais que je suis distrait. On a dit tout à l'heure que ça se passait pas sur Terre, mais dans une géographie complètement fictive. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? dans T'écoutes pas ce qu'on dit. Dans Hein. la navigation et moi. Et il est pas assez fictif. C'est pas un reproche. Hein. Non, non, du tout. Ah bah non, quand même. Ah oui, le méchant, oui, Grimmel. Grimmel qui, lui, joue un peu ce rôle en fait de perturbateur, bon, d'antagoniste certes, mais aussi il veut perturber l'harmonie qui règne entre les dragons et les hommes. Et en fait, il a ce discours de dire que les dragons ne sont pas censés cohabiter avec les humains. La fin semble même lui donner raison. En fait, depuis le début, il disait qu'on ne pouvait pas cohabiter avec les dragons. Ouais. Bon, ben, le film lui donne raison en fait. Voilà, donc, C'était bien peine de le faire mourir. alors il lui donne raison en tout cas, finalement, c'est lui qui amène ça, cette trajectoire, qui finalement l'épilogue par contre lui donne tort, parce qu'au bout d'un moment, même si pendant un temps il faut se séparer, bon, les retrouvailles sont toujours possibles. Oui, on se retrouve, mais combien d'années après? Ah, ça. Je veux dire, Avec tous les deux. ils avaient vraiment besoin de se manquer l'un l'autre, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, et d'ailleurs c'est pour ça que l'épilogue pour moi est assez fort là-dessus, c'est qu'on sent que il y a toujours quelque chose qui les voue à se retrouver. Quand on pense les autres dragons qu'on n'aura pas vus dans la trilogie, parce que la trilogie nous fait bien comprendre qu'il y a des tas encore, que le monde est encore rempli de dragons, que tous ne sont pas encore rassemblés dans ce monde caché, et qu'il y a encore des dragons dehors. La preuve étant que c'était le cas de Croque-Mou. C'est vrai. Dans le 1 et le 2, alors qu'on n'a pas connaissance de l'existence de ce monde caché, ben il y a bel et bien des dragons en dehors de ce monde caché. Donc on est en droit de se dire, c'est encore le cas à la fin du 3. C'est vrai, oui. Après, il y a ce côté, finalement, on est à un stade maintenant où on peut juste apprécier d'être ensemble et on a déjà, de toute façon, réussi ce qu'on voulait accomplir. Et bon, voilà, enfin, moi, il y a quelque chose d'une maturité aussi qui passe à ce niveau-là. C'est ce côté un peu, comme tu disais, de comment terminer un peu sur une note plus douce amère, quoi, plus mélancolique. Oui, mais j'aurais apprécié que cette douce amertume soit plus intelligente dans l'approche. Il y a vraiment un enjeu qui soit plus clair dans pourquoi ce n'est pas possible. Ouais. C'est vrai. Je trouve que c'est un peu maladroit, quoi. Je veux dire, où tout d'un coup on nous force un message qui, selon moi, n'était pas celui de départ. Il y a presque une évolution, un dérapage au niveau des enjeux, au niveau de la morale, qui me fait bizarre, quoi. J'ai l'impression limite que les scénaristes ne se sont pas concertés, enfin qu'il y a eu un... Je sais pas, peut-être qu'eux aussi, les scénaristes, se sont divisés. C'est peut-être divisé. Voilà, deux groupes. Alors après, bon, moi, ce qu'on retient quand même, hein, c'est cette relation. Hein. Tout cet arc
croque-mou Harold, hein, vraiment. C'est ce qui a guidé toute la trilogie et ce qu'il traverse encore dans ce 3e épisode est assez fort. Tu m'excuseras, je semble accumuler les reproches alors que j'ai quand même pas mal plutôt bien aimé, je rappelle. Je me disais. Mais là aussi, le point de vue de Harold par rapport à son dragon, j'aime pas trop ce que le film, ce que les scénaristes lui font dire à la fin, où en fait il s'excuse auprès de son dragon en lui disant « Depuis le début, je voulais faire ce qui était ce que je croyais bon pour la tribu, mais en fait j'en avais oublié tes besoins à toi. » C'est pas ce que vous venez de nous montrer durant l'heure qui précède. Très souvent, on nous a montré Harold qui, bon, même si c'était clair que ça l'embêtait de devoir quitter son dragon, il était toujours sur le point de partir. Dans cette fameuse scène où on découvre justement l'antre des dragons, s'ils n'avaient pas été repérés par une vigie, par un dragon vigie, Harold et sa dulcinée seraient repartis, ni vu ni connu. Le film vient donner à Harold une fausse culpabilité qui, pour moi, participe à ce mélange de messages, à cette espèce de magma. Un nouveau clin d'œil, un magma, volcan, dragon, tout est lié. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Non, mais oui, je te rejoins un petit peu. Moi j'ai été tenu par l'émotion. Voilà, moi je retiendrai ça avec aussi, voilà, comme on l'a dit, un univers et une ampleur. Hein. Ce 3e-là, vraiment, je trouve, comme on l'a dit, la scène du monde caché, mais il y a d'autres scènes avec le méchant, notamment cette chute, entre guillemets, le destin funeste qui attend le méchant, toute cette scène-là. Oui, même si elle me déçoit un peu parce que ce méchant, certes, il était très impressionnant durant les moments où il était censé gagner, mais je trouve que c'est assez facile la façon avec laquelle il est déstabilisé. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est un peu dépassé, il ne s'attendait pas à ce que les dragons se retournent contre lui. Et puis oui, enfin, comment ça, il ne s'attendait pas? C'est tout ce qu'il avait prévu. Il tentait de menacer la dulcinée du roi des dragons avec sa flèche. Il ne s'était pas dit que si ça se trouve, il serait amené à perdre son otage. Bon. Ouais. Durant tout le reste de l'histoire, on le voit prévoir des plans B. Là, non. Là, il s'est contenté du plan A. Et ensuite, on nous vend un espèce de défi. Ton dragon devra choisir entre toi et sa dulcinée, on verra bien qui il choisira. Ouais, ça me paraissait assez machiavélique, mais en fait, ce qu'il met en place le méchant après, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun rapport. Ça ressemble plus à une fuite. Exactement. Je ne sais même pas s'il y a un plan. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'à la fin, il ne fait que s'enfuir? Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait promis. On nous avait promis un adversaire assez mémorable, un adversaire assez difficile à déstabiliser. C'est un peu simpliste, la fin elle est un peu simpliste. Non, en fait, il fallait l'intervention divine des scénaristes. Voilà, c'est simple. C'est ça. Moi je me contenterais presque un peu plus de la symbolique, de comment ce côté où d'un coup il essaie d'arracher les ailes au héros qui s'est lui-même confectionné. Tu n'es pas un dragon. Harold, oui. Non, tu n'es pas des leurs. C'est ça. C'est-à-dire les ailes pour lui c'est un peu le mal, hein. C'est le dragon. Donc il s'en prend même ultimement avant ce qu'on imagine être sa mort, il s'en prend encore à ce symbole-là du dragon. Je trouve ça, voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui jusqu'au bout est resté dans une forme d'extrémisme, on pourrait dire, toute proportion gardée, mais jusqu'au bout, il aura eu cette cruauté vis-à-vis des ailes. Hein, Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Oui, mais bon, ça se contente d'une chute, on ne sait même pas fondamentalement s'il meurt. Bon, on s'en doute, mais... On s'imagine, oui. Bref, j'ai l'impression que c'est une chute qui tombe un peu à l'eau. À l'eau, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais bon. Non, mais voilà, en tout cas... Peut-être alors un mot de la fin quand même pour un peu, est-ce que l'enthousiasme Plouf l'emporte? Plouf. Oui, on sent un accomplissement, on sent une fin, on sent... voilà quand même. Alors, une fin, oui, parce qu'il y a ce fameux court-métrage qui, si je ne m'abuse, clôt la chronologie, donc il se situe après Dragon 3. Alors, entre finalement l'épilogue de fin et la scène qui a précédé... Hein, ah ça, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, mais... C'est une préquelle de l'épilogue, ça va loin. Ah ouais, non, on est capable de tout là maintenant aujourd'hui. Faut le situer. Oui, c'est ça. Donc ça s'appelle... Homecoming. Homecoming, voilà. Ah, c'est ça. Ne pas confondre avec Spider-Man. Non, voilà, mais voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est que là pour le coup, le Croque-Mou et Harold ne se croisent pas en direct. C'est vrai. Ils ne communiquent pas. Et... Comment garder la cohérence de l'épilogue où ils se revoyaient vraiment pour la première fois des années plus tard, du coup, après avoir fondé leur foyer respectif. Oui, alors cohérence, oui et non, parce que du côté du dragon, il l'a vu. Le dragon est conscient d'être passé par là. Il a vu Harold, donc il ne devrait pas être aussi étonné. Si c'est pas fait dans l'épilogue, c'est fait dans ce court-métrage et avec brio, je trouve, parce que c'est habilement fait. D'ailleurs, ça renforce l'idée où la projection dragonnier-dragon, où le dragonnier, enfin le héros, devient lui-même un dragon à un moment donné aux yeux des autres. Il y a cette espèce de fusion qui est très intéressante et qui va un peu dans l'analyse donc, de ce qu'a traversé le héros. Et voilà, j'aime bien en plus la base, j'aime bien en plus le message que je vois assez peu dans les films d'animation, de respect des ancêtres. Bon, même si c'est beaucoup plus basé sur l'humour, au fond, ce court-métrage, il y a quand même
une belle issue, une belle. Voilà, morale. avec et là le côté nouvelle génération a bel et bien un rôle dans Ouais. C'est où vrai. là carrément les enfants vont se mettre à haïr les dragons parce que oui, on était en droit de se poser la question, mais cette division humain-dragon, est-ce qu'elle ne va pas à nouveau dans les siècles à venir ramener cette peur, cette superstition Ah et ouais, cette, comme une et sorte cette de- guerre homme-dragon. Ah ouais, Donc et en fait le court-métrage la boucle éternelle, le voilà. cycle qui Donc le court-métrage donne un élément de réponse, voilà, une solution un peu à ça, où voilà, il faut conserver C'est vrai. l'histoire. Et c'est vrai que. Non, mais on en ressort vraiment en se disant que c'est quand même de chez DreamWorks, peut-être une des œuvres les plus abouties, en tout cas cette trilogie dans son entièreté. C'est quelque chose qu'on va retenir et ça fait quand même plaisir. Bon, mais on est plutôt, ce sera le plutôt qui domine, on est plutôt positifs tous les deux. Ce hein, sera sur Disney. Là, c'était notre premier DreamWorks en avis à vif, Mais oui. sachant qu'on n'a toujours pas fait de Disney. On a fait des Non. Pixar, mais on n'a pas fait Disney. Il serait peut-être temps qu'on fasse un Disney. Ouais, c'est vrai. Je te proposerai même prochainement, je sais pas, comme ça, un goût de Folie, on verra. folie. hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon don de divination, hein, tu sais, avec cet univers viking, on en ressort avec des super pouvoirs limite. Mais quelque chose me dit que Disney va pas tarder à parler de dragons aussi. Oui, c'est Je sais vrai. pas, ça se sent. C'est vrai. Ça se sent Je comme quelque sens chose dans je sens un l'air, parfum de dragon chez Disney. C'est quoi ce délire? Quelque chose Qui plus se- côté Asie peut-être. Hein, Ah, ça, je ne saurais dire, oui, plus trop viking. Mais je sens côté dragon chez Disney se profiler à à l'horizon. l'horizon.